début était le chamanisme. Le mot est d'origine sibérienne, mais il recouvre une réalité présente dans l'histoire médicale de tous les continents. De l'aborigène d'Australie à l'amérindien, en passant par le kahuna hawaïen, le miko japonais ou le bombo tamang du Népal, chaque socioculture a son chaman, personnage mystérieux et androgyne, à la croisée du prêtre et du soigneur. Il considère que l'entité humaine est faite d'un corps et d'un esprit qui interagissent en permanence entre une naissance et une mort, et qu'elles-mêmes ne sont que les deux faces d'une même vie. À l'instar des autres ethnomédecines, la thérapie chinoise est d'origine chamanique. Son ouvrage de référence, le Huang Di Nei, datant de 300 avant Jésus-Christ, révèle que dans la Chine ancienne, les soigneurs étaient des chamans, Wu Yi, médecins sorciers. Voici les paroles de Qi Bo, soigneur des temps anciens. Nos ancêtres vivaient parmi les animaux. Ils se protégeaient du froid par l'activité physique et de la chaleur en se mettant à l'ombre. Ils n'avaient ni attache domestique, ni charge publique. Dans cette ère de tranquillité, les perversions, les afflictions exogènes, ne pouvaient s'enfoncer profondément. Les remèdes pour l'intérieur et les piqûres pour l'extérieur étaient sans nécessité. Les déplacements des sens par invocation suffisaient. Il n'en est plus de même à présent, où les soucis domestiques gâtent la vie intime et les travaux pénibles, endommageant le corps, et cela d'autant plus que, péchant contre les impératifs saisonniers, on s'expose au vent malfaisant, qui dépose du matin au soir des atteintes par vide. Xu Xi, facteur pathogène généré par faiblesse interne. Nous dirions aujourd'hui immunodéficience. Pénétrant ainsi jusqu'aux viscères et aux moelles, après avoir lésé extérieurement les orifices et la peau. De quelque sorte que les moindres afflictions sont aggravées et les plus graves deviennent mortelles, sans que les invocations puissent y mettre un terme. Ce texte ancien souligne le fait que les sociétés humaines, qui vivaient de façon simple, en contact avec la nature, bien que ne disposant pas du confort moderne, n'avaient pas non plus toutes ces obligations, laissant aux individus le loisir de s'adapter, se protéger, fonctionner en symbiose avec l'environnement. L'éloignement de cette nature a entraîné une inadaptation progressive de l'homme à son milieu et favorisé le développement de nouveaux problèmes et afflictions, rendus virulents par son propre affaiblissement. Ceci dit, le chamanisme semble connaître depuis quelques années un regain d'intérêt en Occident. Sans doute le doit-il à sa vision naturelle, holistique et spirituelle de l'être humain, qui apparaît d'une étonnante modernité, en phase avec un XXIe siècle décidé à rompre avec un matérialisme incapable de venir à bout des tourments qu'il a lui-même créés. Le chamanisme nous enseigne que nous sommes tous connectés et que nous avons tous un rôle à jouer dans l'univers. Le chamanisme offre également une perspective unique sur les troubles mentaux, en considérant la folie comme un processus de guérison. Un phénomène pathologique est en réalité une tentative de guérison, un processus de reconstruction. Quelle que soit la tradition à laquelle il appartient, la principale caractéristique du chaman
est sa vision élargie de la réalité, son apparente familiarité avec un royaume échappant à la conscience éveillée ordinaire. Pour comprendre le chamanisme, il faut accepter le monde des morts et des esprits. Il faut admettre la notion de perception extrasensorielle, d'état modifié de conscience, d'existence d'un au-delà, de ces sens ordinaires que réfute la science matérialiste. Il faut réviser l'idée que l'on se fait de la sagesse et de la folie, et admettre que ce que l'on nomme chez nous schizophrénie ou hystérie peut tout aussi justement être appelé transe ou possession dans d'autres contextes socioculturels, et qu'un chaman n'est autre qu'un fou guéri. Du point de vue des pratiques chamaniques, l'être humain est constitué de plusieurs corps de différentes densités, chacun ayant sa propre réalité. En médecine chinoise, on distingue le corps physique, Shen Di, le corps éthérique ou astral, Po, ainsi que le corps mental ou conscience, Chen, et enfin le corps de l'âme, Hun. Bien qu'indépendants les uns des autres, ces différents corps ou agrégats ne sont pas séparés. Ils forment les entités de l'être composite que nous sommes, tout comme une bougie est à la fois cire, mèche, flamme, chaleur et lumière. L'âme, Hun, est en effet la racine de la conscience, Chen. Et si le Hun s'échappe, c'est-à-dire l'âme, les racines de la raison et des sentiments sont coupées. L'esprit peut alors divaguer, rencontrer d'autres niveaux de réalité, entrer dans le monde des esprits, s'imprégner de leurs conseils et de leurs pouvoirs. Les personnes appelées chamanes ou appelées à devenir chamanes sont souvent marquées d'une singularité. Il peut s'agir de personnes atteintes d'une forme de cécité, la privation des sens ordinaires développant naturellement les rêves et visions du dedans. Parfois, il s'agit d'êtres à la sexualité ambivalente, celle-ci faisant d'eux des intermédiaires particuliers entre le ciel et la terre, les forces du yin et du yang. Il peut encore s'agir de personnes rescapées d'une maladie ou d'un accident grave, touchées par la foudre, ou ayant, pour une raison ou une autre, côtoyé la mort de près et connu ce que l'on nomme aujourd'hui une NDE, Near Death Experience. Le chamanisme nous rappelle que nous sommes tous des êtres magiques, dotés de pouvoirs et de talents uniques. La transe chamanique n'est pas un jeu, mais une expérience éprouvante, à visée exclusivement spirituelle ou thérapeutique. Dans les cultures traditionnelles, on n'utilise pas le rituel et la substance sacrée n'importe où ou n'importe quand, dans n'importe quel contexte. On consomme le produit selon un code culturel strict et on l'utilise dans un but précis. Au sommet du spectre des espèces incarnées, l'être humain est théoriquement capable de se mettre au diapason des autres corps vibratoires. C'est ce que fait le chaman lorsqu'il fait vibrer l'un de ses corps pour entrer en communication avec les esprits des autres formes de vie. L'étymologie du mot animal vient également du mot latin anima. Cette communication ne se fait pas dans un langage semblable à celui du corps mental, car chaque corps a son langage que les mots ne peuvent forcément décrire. Le corps éthérique, par exemple, a un langage fait de sensations, de réactions instinctives,
de frissons indicibles. Celui de l'âme est davantage fait d'images sensorielles, visuelles, éventuellement olfactives ou auditives. L'être humain n'est pas une entité autonome, mais le jouet de forces qui le dépasse. Partant de cette vision, le médecin n'a pas lui-même de pouvoir de guérison. Ceux-ci ne peuvent venir que des forces naturelles qui se déversent en lui ou se manifestent à travers lui. Le chamanisme nous rappelle que nous sommes des êtres spirituels en train de vivre une expérience humaine, pas l'inverse. Les peuplades primitives, comme celles des Indiens Achuar, ne partent à la chasse que s'ils ont eu un rêve approprié. Leur culture pousse chaque matin les hommes à se raconter leurs rêves avant de décider de leurs activités de la journée. La pratique traditionnelle chinoise considère le rêve comme l'expression de l'activité de l'âme, Hen, qui est elle-même la source de notre conscience, Chen. La conscience suit les mouvements du sang et s'enfonce dans le monde du rêve. Le cerveau, associé dans la pratique chinoise aux moelle et aux reins, subit ces variations d'influx qui se traduisent par l'activité ou l'inhibition des différents cortex. Par le biais du cerveau, le langage de l'âme peut ainsi s'exprimer par le rêve et celui de la conscience par le verbe. Le chamanisme druidique est une forme de chamanisme pratiquée par les peuples celtes d'Irlande, d'Écosse, de Bretagne et de Galles, ainsi que par les druides de l'Antiquité. Les druides étaient des prêtres celtes qui jouaient un rôle important dans la religion, la guérison, l'enseignement et la justice. Ils utilisaient des plantes médicinales et des techniques de méditation pour entrer en transe et communiquer avec les esprits. Le chamanisme celte et druidique est également lié à la nature et à la mythologie celtique. Et les chamans jouent un rôle important dans la préservation de la culture et de ses traditions spirituelles. Depuis les temps anciens, l'assainissement est une pratique chamanique visant à purifier l'air et à créer une atmosphère supérieure grâce à la brûlure d'herbes sacrées. Cette pratique peut être particulièrement bénéfique lorsque l'on se trouve sous le coup de la nervosité ou que l'on se prépare à un événement crucial. En utilisant les plantes adéquates, on peut invoquer les esprits de la nature pour purifier l'environnement et se connecter à un plan supérieur de conscience. Pour que l'assainissement soit efficace, il est essentiel que la fumée se répande dans l'ensemble de l'espace afin que l'on puisse profiter de ses bienfaits apaisants et de se sentir profondément en paix. Nous sommes des immortels, d'éternels voyageurs, en train de marcher sur le chemin de la vie. Nous ne sommes pas des étrangers ici. Nous avons toujours fait partie de ce monde. Le chamanisme est un regard sur la terre et le ciel. Le chamanisme est un regard sur la terre et le ciel, et sur le fruit de leur mariage. Cet étonnant trait d'union verticale à la tête ronde et au pied carré, qu'on appelle l'être humain. C'est une pratique vieille de quelques 3000 ans, empruntant à la fois à la physique, à l'écologie, à la sociologie et à la religion.